Donc, dans cette petite vidéo, nous allons parler d'un concept en matière de réanimation cardio-respiratoire qu'on appelle le concept de la chaîne de survie. Ou autrement dit, comment augmenter les chances de survie d'une victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est un concept qui a été développé depuis plusieurs années. En fait, il se résume de cette façon. Donc, je vais me rapetisser un petit peu. Donc, nous avons en fait, ce sont des maillons en fait. Le concept de la chaîne de survie, c'est des maillons qui s'enchaînent les uns à la suite des autres pour augmenter les chances de survie d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Depuis plusieurs années qu'on a le concept de la chaîne de survie, ça fait plus de 30 ans. Elle a évolué au fil des années et au fil également de la science, de la médecine. Donc, nous avons maintenant plusieurs types de chaînes de survie. Mais en fait, on peut résumer la chaîne de survie en fait comme étant des étapes s'enchaînant les unes à la suite des autres pour augmenter les chances de survie. Et la phrase qu'on dit ici, la chaîne de survie est seulement aussi forte que son maillon le plus faible. Par conséquent, la faiblesse ou l'absence de n'importe quel maillon amoindrit les chances de survie de la personne. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pour augmenter les chances de survie d'une personne en arrêt cardiaque, chacun des maillons de cette chaîne d'intervention doit être fort et solide. Donc, nous avons donc un concept de chaîne d'intervention, finalement, la chaîne de survie, en milieu extra-hospitalier. Et nous avons également une chaîne d'intervention en milieu intra-hospitalier. On comprendra que faire une réanimation cardiaque dans un salon ou dans la rue, ce ne sera pas les mêmes étapes que si on fait une intervention en réanimation cardiaque dans un hôpital, par exemple, où on a des équipes de code de réanimation. Donc, avec les années, la chaîne de survie, avant, on n'en avait qu'une seule. Maintenant, elle s'est séparée en deux, finalement, puisque la réalité est le contexte en dehors, donc en milieu extra-hospitalier, est différent dans le milieu intra-hospitalier. Donc, commençons par la chaîne de survie en milieu finalement extra-hospitalier. Donc, nous avons le premier maillon qui est l'appel au 911. Donc, lorsqu'on est à l'extérieur de l'hôpital, nous allons devoir prendre la personne et l'amener à l'hôpital. Donc, la reconnaissance de l'arrêt cardiaque et l'appel au 911 devrait se faire de façon très rapide. Donc, dès la découverte d'une personne qui semble inanimée, on devrait pouvoir évaluer si la personne est ou non en arrêt cardiaque et être capable de déclencher la chaîne d'intervention qui va faire en sorte que les services d'urgence, donc les ambulanciers, vont se rendre sur place pour amener la personne à l'hôpital. Donc, premier maillon, reconnaissance rapide de l'arrêt cardiaque et appel au 911. Deuxième maillon, le maillon de la réanimation cardio-respiratoire. Donc, ce deuxième maillon-là, très important, puisque un cœur qui ne bat plus, c'est un cerveau qui est en train de mourir, donc débuter le plus rapidement possible. Et on a vu dans d'autres vidéos, hein, dans cette compétence, dès les 10 secondes à peu près après avoir reconnu l'arrêt cardiaque, on devrait commencer des compressions thoraciques pour repartir de façon artificielle la circulation sanguine. Le troisième maillon est un maillon qui est apparu avec les années de plus en plus important, celui de la défibrillation. C'est une chose qu'on n'avait pas avant. On en avait dans des ambulances, mais on n'en avait pas dans le public. Et depuis à peu près une dizaine d'années, je vous dirais qu'on en voit apparaître de plus en plus dans les lieux publics.
dans les arénas, dans les centres de gym, tout ce qui est centre aquatique, piscine, etc., dans les grands édifices à bureaux, dans les centres-villes. On en a même, en fait, il y a même des entreprises qui en achètent pour finalement être capable de pouvoir administrer des chocs électriques le plus rapidement possible, même avant l'arrivée de l'ambulance. Donc, si vous avez accès à un défibrillateur, on nous dit que si on peut donner un choc dans les 3 premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque, on augmente de beaucoup les chances de survie de la personne. Bien entendu, le maillon qui suit et les services préhospitaliers, donc c'est ajouté aux services préhospitaliers. Donc avant, nous avions seulement que l'ambulance. Nous avons maintenant aussi des services de premiers répondants, donc qui sont affectés en même temps que les services ambulanciers. Donc ce sont souvent des ressources qui sont dans la communauté, peut-être même peuvent répondre plus rapidement qu'un service d'ambulance. Donc, si on affecte une ressource en 3, 4, 5 minutes parce qu'ils sont dans le quartier, ils peuvent continuer les manœuvres de réanimation, utiliser un défibrillateur en attendant que les services ambulanciers arrivent sur place. Leur mandat à eux va être de poursuivre la réanimation et d'amener la personne vers un centre hospitalier où on recevra des soins avancés en réanimation cardio-respiratoire, donc tous les protocoles médicaux et tout le suivi médical finalement et la réhabilitation, donc le retour à la vie normale et le suivi également pour éviter que la personne refasse un autre arrêt cardiaque. Donc ça, c'est notre concept de chaîne en milieu extra-hospitalier. La chaîne d'intervention en milieu intra-hospitalier, vous comprendrez qu'elle comporte quelques petites différences. Entre autres, à l'hôpital, on ne fait pas venir une ambulance. Donc, notre premier maillon est une loupe, donc c'est la surveillance étroite des personnes qui sont hospitalisées, donc le monitoring, etc., si les gens sont en unité de soins intensifs. Donc, une surveillance étroite des patients, des personnes qui sont en milieu hospitalier, donc qui sont hospitalisés ou en CHSLD également. Ensuite, dès qu'on reconnaît, encore une fois, une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire, le téléphone ici n'est pas nécessairement pour le 911, mais entre autres pour déclencher ce qu'on appelle le code bleu, le code d'arrêt cardiaque. Il y a des équipes dans les milieux hospitaliers dont c'est leur mandat. Donc, dès qu'il y a un code d'arrêt cardiaque lancé à l'hôpital, les gens quittent leur poste et se dirigent vers la chambre avec tout le matériel de soins avancés en réanimation cardio-respiratoire. En attendant que l'équipe arrive, on débute les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Donc, encore là, le même concept dans les 10 secondes qui suivent. Finalement, la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Donc, on devrait reconnaître l'arrêt cardiaque, faire l'appel à l'équipe de réanimation et commencer le massage cardiaque. Même si on est en milieu hospitalier, de plus en plus d'endroits également vont installer des défibrillateurs automatiques automatisés qui peuvent être utilisés par du personnel préposés aux bénéficiaires, qui peuvent être utilisés même par des agents de sécurité. Les défibrillateurs automatisés sont faits pour être utilisés par le public, qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir de connaissances médicales puisqu'ils donnent toutes les directives. Alors, si on en a un de disponible, on peut l'installer même avant que l'équipe de réanimation arrive sur place. Bien entendu, maintenant, la suite des soins, le suivi, les soins avancés, le suivi et le retour à la vie normale. Donc, ce sont nos deux chaînes d'intervention qu'on appelle les chaînes de survie. Nous avons celle en milieu extra-hospitalier, en milieu intra-hospitalier. Il y a quelques nuances, mais le concept de base est le même, c'est que chacun de ces maillons-là doivent être forts.
Si on a un maillon faible, notre chaîne est faible et on diminue les chances de survie de la personne. Malgré les progrès récents, moins de 40% des patients bénéficient d'une RCR pratiquée par un secouriste non professionnel et moins de 12% reçoivent un choc administré à l'aide d'un DEA avant l'arrivée des services médicaux d'urgence. Donc, dans la chaîne extra-hospitalière, nous avons des maillons faibles dans notre société. On nous dit que moins de 40% des personnes en arrêt cardiaque ne se font pas masser et moins de 12% ne reçoivent pas de choc électrique. Donc, on a des maillons faibles et ce qui fait que lorsqu'une personne tombe en arrêt cardiaque, dans un contexte extra-hospitalier, ses chances de survie sont de beaucoup diminuées. Nous avons également une chaîne de survie pour les enfants. Donc, on appelle la chaîne de survie pédiatrique. Donc, elle est similaire. Par contre, on remarque des petites différences. Donc, en milieu extra-hospitalier, la surveillance des enfants, la sécurité des enfants est un maillon important. On sait que les arrêts cardiaques chez les enfants sont souvent dus à des accidents, à des étouffements, des problèmes respiratoires, contrairement à chez l'adulte où l'arrêt cardiaque est dû à un problème, un malaise cardiaque, une maladie sous-jacente. Chez les enfants, les arrêts cardiaques sont souvent de autres causes. Donc, on a mis, même pour le milieu extra-hospitalier, un maillon de cette chaîne-là, la surveillance et l'aspect sécurité. Le reste est très similaire finalement. Donc, la reconnaissance rapide de l'arrêt cardiaque, de l'appel au 911 de façon le plus rapide possible et débuter les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. On n'a pas ici le maillon de la défibrillation. Par contre, si vous avez un défibrillateur, il est quand même bien et recommandé de l'utiliser. Les arrêts cardiaques chez les enfants n'ont pas les mêmes causes que chez les adultes et la défibrillation risque de ne pas fonctionner chez les enfants. Donc, peut-être qu'un jour, ils vont l'ajouter. Vous allez voir qu'en milieu intra-hospitalier, ils l'ajoutent. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que on n'a pas ce maillon-là, mais si vous en avez un, vous pourriez installer quand même un défibrillateur chez un enfant. L'arrivée des services préhospitaliers d'urgence, premier répondant, ambulancier, le transport à l'hôpital, les soins avancés et le suivi et la réhabilitation. En milieu intra-hospitalier, la surveillance de nos patients, la surveillance des personnes qui sont à notre charge, donc est toujours le premier maillon. Parfois, il y a des signes avant-coureurs d'un arrêt cardiaque, donc on est toujours mieux d'intervenir avant l'arrêt cardiaque qu'après. Donc, la surveillance étroite des personnes, une fois que la personne est en arrêt cardiaque, reconnaître rapidement l'arrêt cardiaque, déclencher rapidement l'équipe d'intervention. Donc, dans ce cas-ci, le téléphone ne sera pas le 911, mais va être le code d'urgence pour l'arrêt cardiaque en milieu hospitalier. Débuter les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire et utiliser le défibrillateur le plus rapidement possible. Chez les enfants, les nourrissons surtout, il est recommandé d'utiliser des défibrillateurs manuels et non pas automatisés. Et les défibrillateurs manuels ne se retrouvent pas à l'extérieur de l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le maillon du défibrillateur ici, mais que nous l'avons à cet endroit-là. Donc, on peut ajuster le dosage du choc électrique avec un défibrillateur manuel, ce que les médecins vont faire. Donc, ils vont diminuer un peu l'intensité du choc en fonction du poids de l'enfant. Les soins avancés, le suivi et la réhabilitation. Donc, la chaîne de survie, même chose,
est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Les causes de l'arrêt cardiaque chez le nourrisson et l'enfant diffèrent de celles de l'arrêt cardiaque chez l'adulte, et un nombre croissant de données spécifiques à la pédiatrie viennent étayer ces recommandations. Donc, tout ça pour vous dire que l'arrêt cardiaque chez l'enfant n'a pas la même cause que chez l'adulte. Elle est souvent due à une cause autre, qui est problème respiratoire, étouffement, accident ou des choses comme ça. Donc, c'était le concept de la chaîne de survie. Donc, nous avons la chaîne de survie pour les adultes, la chaîne de survie pédiatrique. Dans les deux cas, nous avons une chaîne de survie extra-hospitalier et intra-hospitalier. Donc, si jamais vous avez des questions, ça va me faire un immense plaisir de vous répondre. Vous pouvez m'écrire par courriel ou tout simplement lorsqu'on se verra soit en salle de classe ou dans nos rencontres en formation à distance. À la prochaine.